France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue à tous dans Outre-mer l'Hebdo, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. À la une cette semaine, une canicule historique en France, conséquence du réchauffement climatique. Les Outre-mer ne sont pas épargnés. D'ici la fin du siècle, les 35 degrés pourraient être atteints en Polynésie. Des stratégies existent pour s'adapter au changement. À tout de suite. Mais d'abord, une sécheresse inédite au cirque de Cilaos à La Réunion. La pire crise depuis 50 ans. Le déficit hydrique est tel que les habitants subissent des coupures d'eau nocturnes. L'agriculture est en souffrance et les producteurs de lentilles s'inquiètent pour leur récolte. Laurent Pirotte. À Cilaos, les quartiers de Brassec et de Marsèche n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Car d'après Météo France, depuis le début d'année, la période de sécheresse serait historique. Dans son gîte, Eliar Techer a dû s'adapter. On a des coupures le soir entre 21h et 5h du matin. On a le lave-vaisselle, on le branche le lendemain matin. On stocke dedans et on allume le lendemain. Et après, nous, on fait tout à la maison pour être prêt. De toute façon, on passe à table à 19h30, donc on a pris notre douche, voilà. Adaptation chez les gîteurs et hôteliers, mais un cri d'alarme chez les agriculteurs. Sur sa parcelle de 3 hectares, Michel Loireau soigne ses lentilles. Vu le niveau de ressources en eau exceptionnellement faible, l'agriculteur est inquiet pour sa récolte. Les premières, peut-être que ça va aller, mais pour les prochaines, c'est que les gousses ne pourront pas remplir parce qu'il va y avoir un manque d'eau. Donc il va y avoir un manque de lentilles sur le marché de Cilaos, qui est son produit phare pour Cilaos. Si les vignes ne sont pas encore concernées, les lentilles, tomates, concombres et brettes sont menacées. À Brassec, Palmiste Rouge et Marsèche, les réservoirs baissent rapidement. Ce qu'il faudrait faire à l'avenir, c'est peut-être entretenir nos réservoirs, réparer les fuites et peut-être planter en fonction, les agriculteurs planter en fonction de l'eau qu'on a et non d'avoir un surplus. Pour l'heure, pas de conséquences sur une éventuelle augmentation des prix des légumes, mais des mesures prises par la préfecture, comme l'interdiction du lavage de voitures, des cours et du remplissage des piscines. D'après les prévisions météorologiques, la sécheresse pourrait durer et donc marquer le cirque. C'était une décision très attendue cette semaine. La Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé en 2023 dans le scandale sanitaire du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles, en dépit des alertes sur sa nocivité. L'enquête pénale ne sera pas rouverte et les associations de victimes sont désemparées. Kessi Weshoptaï et nos équipes sur place. Après un non-lieu en 2023, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée dans l'affaire du scandale sanitaire du chlordécone. Elle confirme la décision prise en première instance, estimant qu'aucune responsabilité pénale ne peut être retenue contre l'État face à la prescription des faits. Mais après plus de 20 ans de bataille judiciaire pour les associations de victimes, l'argument ne passe pas. La prescription, moi je ne l'entends pas. Des gens souffrent encore aujourd'hui, les gens sont encore malades encore aujourd'hui. Il y a encore des répercussions sur la santé, sur l'économie, sur l'empoisonnement des terres, des sols, des eaux, de tout l'écosystème. Et on nous parle de prescription. Comment on peut parler de prescription quand le poison agit toujours ? Classé comme possiblement cancérogène depuis 1979, le pesticide a été utilisé aux Antilles pour lutter contre le charançon dans les bananeraies jusqu'en 1993, alors qu'il était interdit dans l'Hexagone dès 1990. Désormais, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, environ 90% de la population est contaminée et les sols empoisonnés pour encore plusieurs siècles. Les avocats des parties civiles ne comptent donc pas en rester là. Ils envisagent un pourvoi en cassation et entendent former un recours pour préjudice écologique. Je pense que nous irons sur la procédure de préjudice écologique parce qu'il est évident qu'un environnement qui est souillé, contaminé pour des siècles et qui met en danger la vie des occupants, que ce soit des êtres humains ou des autres vivants, doit faire l'objet d'un traitement spécifique et le préjudice écologique est tout indiqué. Ironie de calendrier, une loi reconnaissant la part de responsabilité de l'État dans ce dossier a été votée à l'unanimité la semaine dernière.
Elle laisse 1 an au gouvernement pour définir les modalités d'indemnisation des victimes du chlordécone. La France accablée de chaleur vit des jours éprouvants. Outre-mer, à quoi doit-on s'attendre dans les années à venir? La question se pose aujourd'hui en Polynésie. Après 4 ans de recherche, des scientifiques du CLIPSA, projet d'études sur le climat, ont dévoilé leurs projections. Les politiques publiques vont devoir s'adapter. Le dossier d'Hebdo est signé Cybèle Plichard et Teiva Ribet. 42 degrés en plein mois de juin. L'Hexagone suffoque sous l'effet de la canicule. De l'autre côté du globe, entourée d'eau, ventilée par les alizés, la Polynésie française est pour le moment épargnée. Ici, la hausse des températures sera plus progressive. Mais les scientifiques alertent. D'ici la fin du siècle, le thermomètre pourrait bien dépasser les 35 degrés. Combinée à l'humidité tropicale, cette chaleur pourrait devenir éprouvante, voire dangereuse. Les températures vont augmenter drastiquement aussi sur la Polynésie française. Ça sera surtout caractérisé par une augmentation des vagues de chaleur. On s'attend par exemple sur la côte ouest de Tahiti à une multiplication au moins par 4 des nombres de jours chauds d'ici à la fin du siècle. Et ça c'est significatif, il n'y a aucun doute. Sur les précipitations, on n'a pas de signal robuste. Par contre sur les températures, il n'y a aucun doute. Face au dérèglement climatique, les agriculteurs sont en première ligne. À Papeari, au sud-ouest de Tahiti, Jean-Baptiste cultive les parcelles familiales depuis 8 ans sans utiliser aucun produit chimique. Aujourd'hui, il va plus loin, il passe de l'irrigation à la culture sans eau. Il a fallu tout d'abord préparer la terre, puis sélectionner les variétés, comme ici pour la patate douce. Au début, j'avais 10 variétés de patates douces. Dans les 10, il n'y avait que 3 qui sont sorties. Et du coup, les 3, elle est adaptée au sol acide. Ça, c'est un sol acide. Ces 3 variétés, elle est très résistante, très productive sur des sols comme ça. Et en plus, sans irrigation, c'est incroyable. Se nourrir, mais aussi se loger. Les architectes n'ont pas attendu les conclusions des scientifiques pour adapter leur construction. Protection solaire, large ventilation, puits de lumière. Il faut allier sobriété énergétique et confort de l'usager. Face au changement qui s'annonce, faudra-t-il encore aller plus loin ? Un matériau bon marché, disponible, résistant au feu, a fait l'objet de plusieurs expériences. C'est de la terre, un mur qui fait 30 cm d'épaisseur, qui a été instrumenté avec des sondes pour pouvoir vérifier le comportement thermique dans la journée et dans la nuit. Et donc c'est très performant, la chaleur ne traverse pas. Co-construire des solutions d'adaptation à l'échelle des îles du Pacifique, c'est tout l'enjeu du projet CLIPSA. 4 années de travaux qui se concluront par une soirée ouverte au public pour que la prise de conscience soit collective. Autre conséquence du réchauffement, l'arrivée massive de sargasses aux Antilles. Une jeune Martiniquaise a décidé de transformer cette algue brune indésirable sur les côtes en accessoire de mode éco-responsable. Leïla Guénani. En Martinique, elle ternit la carte postale. La sargasse, cette algue envahissante et nauséabonde. Pourtant, Morgane, jeune styliste martiniquaise, a su s'en faire une amie. Avec sa marque, elle travaille des matériaux durables et valorise cet indésirable. Au départ, je voulais faire des vêtements. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment mettre des sargasses sur la peau des gens? Est-ce que ça va être acceptable, scientifiquement parlant? Je me suis dit, orienter maroquinerie, ça va poser, entre guillemets, moins de problèmes. Les accessoires, c'est la bonne idée de Morgane. Pour son premier défilé à un concours éco-responsable, elle présente 2 créations à base de matières durables, ainsi qu'une pochette et des boucles d'oreilles en fibre de sargasse. Au début, mes premiers essais fondaient dans les mains. C'était pas du tout adapté, que ce soit au textile ou même à la maroquinerie. Et là, ce que j'ai pu en faire, franchement, je suis assez contente, je suis assez fière de moi. Sa collection, baptisée Algue Brune, Morgane la présente ce jour-là à un jury de professionnels de la mode, sensible à la démarche écologique de la créatrice. J'ai commencé du coup à m'intéresser aussi au tissage de cette fibre-là. Même si elle n'a pas encore trouvé le moyen d'adapter la sargasse au textile. C'est pas encore abouti dans le sens où elle en avait fait des pochettes. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait un vêtement? Et elle a dit, pour l'instant, on n'a pas testé sur la peau. Voilà, donc elle est en phase de recherche. Je trouve que c'est encore une fois brillant, intelligent, et c'est exactement ce qu'on attend de la part des étudiants, c'est qu'ils innovent. Une première reconnaissance pour la styliste qui poursuit désormais ses recherches pour qu'un jour, la sargasse quitte nos plages pour rejoindre nos garde-robes.
Pour terminer, direction Miquelon-Langlade dans l'Atlantique Nord pour découvrir un paradis pour les amoureux de la nature avec des paysages à couper le souffle. Des touristes en balade sur la grande île ont aussi eu la chance d'apercevoir des phoques. Kevin Dumarcé-Belbéoc et Ivana Navion. Ici, le temps semble suspendu. Un silence qui n'est troublé que par le vent, au cœur de cet espace naturel remarquable qu'est le Grand Barachois, où la nature impose son rythme. Ce tapis-là, c'est de la paillole, c'est le nom local, quand elle est dans cette forme sèche et qui vient s'échouer, là, portée par les marées. Une lagune qui s'avère aussi être un refuge discret pour la faune locale. À distance, les phoques communs se doutent d'une présence, mais ne semblent pas inquiets. Ils se sont redressés, ça veut dire qu'ils nous ont soit entendus, et donc là ils sont vigilants. On ne représente pour l'instant pas un danger pour eux, mais s'il y en a un qui pense que ouais, il y a peut-être danger, il va se mettre à l'eau et les autres vont suivre. On a des phoques gris au niveau du goulet. Puis des bonnes conditions pour observer, donc les gens sont très contents. On a la chance à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur un petit territoire, d'avoir une biodiversité assez incroyable. Et la Maison de la Nature et de l'Environnement présente tout ça et invite tout le monde à aller se promener, puis à aller sur le terrain. Un spectacle qui se révèle aux curieux du jour, un moment rare, presque saisissant. C'est la première fois. Oui, des phoques communs, c'est la première fois. Je me sens sereine, j'aime bien. C'est une belle façon de visiter, je trouve, Miquelon, des balades à pied de même. Une première rencontre donnant un autre regard sur l'archipel. Et parfois, il ne suffit que de quelques pas pour s'offrir des instants privilégiés.